Un économiste non seulement atterré, mais plutôt atypique aujourd'hui à la suite dans les idées. Frédéric Lordon qui vient nous parler de Spinoza et d'économie. Frédéric Lordon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc économiste, directeur de recherche au CNRS. Donc vous avez un doute. Non, mais oui, j'ai un gros doute. Enfin, le doute même a été administrativement tranché, si j'ose dire, puisque je suis passé chez les philosophes. Ah, c'est ça, je ne savais pas. Donc oui. C'est très compliqué, ces histoires d'identité disciplinaire. Je vous avoue que je ne sais plus trop comment me définir. D'abord, j'aime pas... souvent, on dit économiste, sociologue, philosophe, dramaturge, je ne sais pas quoi. Et moi, je me suis souvent et suffisamment moqué des gens qui avaient des identités disciplinaires à rallonge. Dramaturge, c'est vrai, parce que vous avez publié récemment une pièce de théâtre. Oui, mais en même temps, il n'y en aura pas deux, je crois. Donc, c'est vraiment de la dramaturgie très épisodique. Et donc, j'ai vraiment un problème à indiquer mon identité disciplinaire et intellectuelle, ce qui en soi est un problème théorique tout à fait... Enfin, c'est un problème théorique important, ça. Mais est-ce vraiment un problème ? Ah non, moi je vis très bien sans le résoudre. Ça me va parfaitement. Ça tombe bien, vous êtes l'invité d'une émission qu'on ne range pas facilement dans ce type de case, sauf à en créer une grande qui s'appelle Sciences sociales au pluriel, dans laquelle on fait rentrer beaucoup de choses différentes. Sciences sociales, ça vous va ? Oui, bon. Oui. Alors, et on peut même faire rentrer la philosophie dans les sciences sociales, surtout quand on regarde comme vous le faites, et c'est pas la première fois que vous venez à la suite dans les idées parler de lui, quand on regarde les écrits de Spinoza depuis notre 21e siècle pour y trouver matière à forger des outils théoriques pour penser le capitalisme tel qu'il nous entoure, par exemple. Oui. En fait, dans ce livre, je poursuivais deux projets simultanément. Ou plus exactement, deux projets dont l'un prolonge l'autre. Il y a un projet général qui est celui de faire se parler à nouveau philosophie et sciences sociales. Et ça me semblait vraiment urgent. Et la réalisation particulière que je donne à ce projet général, c'est de développer quelque chose comme une science sociale spinoziste, sous l'espèce d'une position théorique que je propose d'appeler un structuralisme des passions. Alors, faire se parler philosophie et sciences sociales à nouveau, oui, ça c'était vraiment, c'est le point important, parce que ça fait ça fait plus d'un siècle que ces deux disciplines se regardent en chien de faïence, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Les sciences sociales se sont fondées par rupture inaugurale avec la philosophie. Je veux dire, l'intention originelle était bien de se dispenser, d'avoir à en passer par les fondements de la métaphysique avant de pouvoir dire quoi que ce soit sur le monde comme il est. Là, je fais une note de bas de page. Si je peux me permettre, je voudrais renvoyer les auditeurs à un texte, celui de Bruno Carsanti, paru l'année dernière, qui fait sa version de cette naissance des sciences sociales, comme il l'interprète comme véritablement un nouveau moment même pour la pensée, c'est-à-dire une nouvelle ère pour la philosophie d'une certaine façon, et Bruno Carsanti est venu en parler ici. C'est une question qu'on creuse régulièrement. Mais Bruno Carsanti et moi, nous connaissons, nous retrouvons régulièrement dans le même séminaire qui s'appelle La Partie et le Tout, et je sais bien qu'en effet, il poursuit ce projet semblable au mien, par ses voies à lui, mais ça nous donne quelques matières à conversation, ça c'est sûr et certain. Fin de la note de bas de page. Oui, mais elle valait le coup d'être faite. Si vous voulez, je trouve que... les sciences sociales, qui devaient en passer par ce moment d'arrachement avec la philosophie, et de rupture un peu brutale, il faut bien le dire, a tout de même perdu quelque chose en cours de route. Et si elle a tiré les meilleurs profits, disons, de son siècle positiviste et de son siècle d'autonomie épistémologique, à mon avis, elle gagnerait à renouer des relations un petit peu plus apaisées avec la philosophie, pour une raison qui tient au fait que depuis 2 ou 3 décennies, j'ai l'impression, les sciences sociales ont pris un tournant très très empirique. On ne peut plus rien dire sans avoir fait ces N années de terrain. Pour un anthropologue, si vous voulez, pas question d'avancer un concept avant d'avoir vécu 40 ans dans une tribu, y avoir pris femme, etc. etc. Enfin, bon, je caricature légèrement, ils vont vraiment m'en vouloir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un allant et un souffle théorique dans les sciences sociales des années 60 et 70, probablement du fait qu'elles étaient à ce moment-là plus proches que jamais de la philosophie, et que ce souffle et ces talents, je crois, ont été perdus. Et qu'ils gagneraient à être reconstitués d'une manière ou d'une autre,
Pour la raison suivante, c'est que je crois que si évidemment les sciences sociales doivent persister à ne pas en repasser par la métaphysique pour dire quoi que ce soit sur le monde, ça n'implique pas qu'elle coupe tout rapport avec la philosophie, parce que la philosophie a une chose tout à fait précieuse à leur apporter, qui sont les concepts, tout simplement. La philosophie peut proposer aux sciences sociales des concepts qui sont des instruments de pensée extrêmement puissants, et pour ma part, j'en trouve chez Spinoza, que j'ai croisé, pour ainsi dire, par hasard. Alors on en prend un, le Conatus, par exemple. Voilà, le Conatus, par exemple, et dont je me suis aperçu que ces concepts, convenablement retravaillés, réélaborés à l'usage des sciences sociales, permettaient d'y être réinjectés, et avec les plus grands profits. Alors le Conatus, oui, en effet. Le Conatus qui est inséparable de tous ces concepts satellites, les affects, l'imagination, la puissance de la multitude quand on passe au collectif, et le Conatus qui est un élan de puissance générique, qui trouve à se déterminer comme désir. Donc ça nous met, si vous voulez, ça nous donne, je dirais, une espèce d'ontologie implicite du social, dont les termes dominants sont puissance, désir et affect. Bon, alors ça nous donne un point de vue sur le monde social qui est particulier, qui n'est pas celui qui avait été adopté jusqu'ici, et qui permet de dire des choses qu'on dit moins bien avec d'autres outils. Puissance, désir, affect, voilà 3 mots qui ne sont pas véritablement dans le lexique des sciences sociales, en tous les cas dans cette période, dans ce siècle positiviste, disiez-vous. On peut même dire que les sciences sociales se sont construites au moins à côté, et même parfois contre ce type de lexique, de vocabulaire, en essayant d'évacuer toujours la question du psychologique. Et vous pensez, mais vous n'êtes pas le seul, vous constatez aussi que nous sommes désormais dans un moment où l'on essaye de prendre en charge enfin ce qui a pu être laissé de côté. Et toute la difficulté, c'est comment le faire sans sacrifier ce qu'on a quand même patiemment accumulé, parce qu'il y a une dimension cumulative dans ce travail des sciences sociales, dans ce premier siècle d'existence. Comment s'intéresser à cette dimension psychologique jusque-là refoulée, sans pour autant tout casser et tomber dans un sentimentalisme, dites-vous? C'est précisément là tout l'enjeu de cette position théorique que j'appelle structuralisme des passions. Car en effet, pendant très longtemps, les sciences sociales se sont méfiées, à raison, de tous les discours qui véhiculaient des termes comme sentiment, émotion, de peur précisément de retomber dans une espèce de spiritualisme psychologique avec laquelle également elles avaient rompu. Il y a une double rupture qui est au principe des sciences sociales, ou disons de la sociologie. Il y a avec la philosophie et il y a avec la psychologie, ou avec le psychologisme, disons, avec des mésusages de la perspective psychologique. Et en effet, si c'était pour en revenir à une science sociale de l'individu ému ou des états d'âme des sujets, mieux valait s'abstenir sans doute. Et pour autant, qui ne voit que les émotions, les sentiments, etc., c'est quand même une partie intégrante de la vie humaine, individuelle, collective également, et que à négliger ces termes, on faisait l'impasse sur toute une partie du monde social historique qui restait dans l'ombre. Donc la question, en effet, était la suivante. Comment renouer avec toute cette partie de la vie humaine qui a à voir avec ce qu'on appellera génériquement les émotions, sans sacrifier l'héritage intellectuel longuement accumulé par les sciences sociales, qui ont plutôt mis l'accent, en tout cas pour certaines d'elles, qui ont plutôt mis l'accent sur tout ce qui déborde l'individu, tout ce qui va au-delà de lui, c'est-à-dire tout ce qu'il domine, tout ce qui est construction sociale, forme institutionnelle, rapports sociaux, structure, etc. Comment tenir les deux bouts de cette chaîne ensemble et conjoindre à nouveau deux termes qui sont réputés faire antinomie. Bon, je veux dire, il y a quelqu'un qui s'était manifestement avancé dans cette direction bien avant moi, c'est Pierre Bourdieu, qui entendait dépasser ce qu'il appelait l'antinomie de l'objectivisme et du subjectivisme, c'est-à-dire de rompre avec le structuralisme sous la forme particulièrement radicale que lui avaient donné notamment Lévi-Strauss et Althusser. Le monde social n'est descriptible qu'en termes de structures qui sont opérées passivement par les agents qui en sont les simples supports. Et non, disait Bourdieu, bien sûr il y a les structures, mais en même temps, ce que disent, ce que sentent, ce que pensent les agents, c'est important et il faut en tenir compte, il faut le réintégrer dans la science sociale. Alors il avait fait ça en prolongeant, en affinant le concept d'habitus qu'il avait repris à son compte et qui lui permettait de penser cette articulation entre l'individu et le social. Absolument. Habitus, c'était le concept qui portait, qui portait en quelque sorte cette charge de faire leur part à nouveau aux individus et à leurs expériences dans le discours de la science sociale. Cependant, moi, il m'a toujours semblé que Bourdieu, qui était
aussi l'homme de son temps et de son champ n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu, ou peut-être qu'il aurait voulu, et qu'il a retenu son geste, en quelque sorte, dans son entreprise de détorsion subjectiviste de l'objectivisme. Et qu'il s'est refusé à introduire des termes aussi connotés et a priori de maniement dangereux que désir, affect, etc. J'ai retrouvé un texte, alors pour le coup, qui n'est pas très connu, de Bourdieu, qui est un avant-propos dialogué à un livre de Jacques Maître, dans lequel, là, les censures académiques tombant, il parle beaucoup plus librement, dans un registre un peu hypocorrigé, de pulsions et des rapports pulsionnels entre les individus et les institutions. Et on voit là qu'il y a une perspective de recherche qui est vraiment très très intéressante, qu'il n'a pas poursuivie comme telle, peut-être faute de temps, hein, j'en sais rien, et que le spinozisme précisément permet de poursuivre avec des instruments de pensée qui sont très efficaces, mais aussi qui sont en eux-mêmes des garanties alors d'une robustesse sans équivalent contre toute rechute psychologiste, subjectiviste, etc. Précisément les concepts d'affect et de conatus. Pour le dire autrement, pour prolonger ce geste retenu de Pierre Bourdieu, vous faites le détour historique ou le retour historique par Spinoza. C'est là que Spinoza intervient, puisque vous allez trouver chez Spinoza un moyen de parler d'affect, de désir, de puissance en sciences sociales, qui soit compatible en quelque sorte avec l'objectif des sciences sociales, qui malgré tout de ne pas perdre de vue la dimension sociale dans laquelle nous sommes tous plongés. Oui, c'est ça le grand avantage de ces concepts spinozistes. C'est que, pour ainsi dire, Spinoza construit une théorie des passions, c'est le nom qu'on utilisait à l'époque de la philosophie classique. Il construit une théorie des passions, mais qui n'ont pas pour point d'application quelque chose comme un sujet, au sens fort et rigoureux du terme, c'est-à-dire un individu libre d'arbitre, souverain, autodéterminé, etc., etc. Certes, il y a des individus dans la philosophie de Spinoza, à n'en pas douter, mais ces individus ne sauraient revendiquer la qualité de sujet telle qu'elle leur est donnée par la philosophie subjectiviste, précisément parce que, et Spinoza y insiste sans cesse, les individus sont hétérodéterminés, c'est-à-dire ce qui les fait agir, ce qui les fait sentir, penser, ce qui les met en mouvement, leur vient toujours pour partie de l'extérieur. Donc rien n'est plus faux pour Spinoza que de considérer, à la manière des cartésiens par exemple, que l'individu est souverain, le plein auteur de ses actes, responsable absolument, etc., etc. Non, il est toujours agi du dehors. Ce qui est évidemment une blessure narcissique supplémentaire infligée à l'humanité, mais bon, là, il faudra faire avec. Hein. Procès souvent intenté aux sciences sociales. Absolument, oui, mais alors là qu'il faudra, je veux dire, là il faut persévérer dans cette position, même si elle coûte et si elle en fait souffrir certains. Et alors s'il est hétérodéterminé, déterminé de l'extérieur, cet individu, il est déterminé par quoi? Il est déterminé par son plongement dans un monde social, par des rapports sociaux, par les institutions qu'il rencontre, par des manières de faire, d'agir, qui lui viennent de l'extérieur, qu'il reçoit en venant au monde social, c'est-à-dire des choses qu'il n'a pas décidées et dont il n'est pas l'auteur, qui s'imposent à lui. Et alors là, à partir de là, on peut tenir ensemble de nouveau les termes qui étaient réputés antinomiques. Alors ce programme, vous l'avez mis en œuvre progressivement au fil des 10 dernières années, et le livre que vous publiez ces jours-ci aux éditions du Seuil, La Société des affects, donc qui est un manifeste aussi pour un structuralisme des passions, reprend un certain nombre d'articles que vous avez publiés en tentant d'appliquer au fond à différents objets ce programme. Ces différents objets, on les trouve tous dans le domaine de l'économie, parce que c'est quand même si vous n'êtes plus économiste aujourd'hui, administrativement parlant, votre point d'ancrage en quelque sorte. Oui, mais on est resté un peu quelque chose. Hein. Voilà, ça se voit. Mais ce qui est troublant dans le choix que vous avez fait d'agencer des textes de cette manière-là, c'est que, puisque vous parlez d'affect, on se dit, a priori, la logique voudrait qu'on commence par l'individu, par la plus petite unité. Non, vous faites le choix inverse et vous affrontez le problème par la face nord, en quelque sorte, en choisissant de parler d'affect d'un point de vue des sciences sociales, en appliquant cette idée, cette notion à ce qu'il y a de plus macro en économie. Frédéric Lordon. Oui, je pense qu'il fallait faire la démonstration d'emblée. Et en effet, s'attaquer au plus macroscopique des structures macroscopiques. En l'occurrence, puisque vous l'avez rappelé, il me reste un petit quelque chose tout de même de mon passé d'économiste, aux structures du capitalisme.
Car c'est là aussi l'un des apports les plus puissants du spinozisme ou sciences sociales, que de nous livrer non seulement une théorie de la puissance du désir et des passions individuelles, mais également une théorie de la puissance et des affects collectifs. C'est-à-dire de nous permettre de penser, et alors là je me tiens au plus près d'une lecture des traités politiques de Spinoza et non plus de l'éthique, de nous permettre de penser, très généralement parlant, les ordres institutionnels, leur genèse, leur fonctionnement et leur crise. Or, s'il y a un ordre institutionnel dont on a vraiment envie de penser le fonctionnement, et plus particulièrement la crise en ce moment, c'est bien celui du capitalisme. Et en effet, les structures du capitalisme sont affectantes, sont des énormes constructions sociales qui ont le pouvoir d'affecter. Qui affectent-elles? Mais elles nous affectent tous en tant qu'agents économiques. Elles affectent les consommateurs, elles affectent les salariés surtout. Et donc, l'une des entreprises de cet ouvrage était en effet de reformuler en quelque sorte une théorie du rapport salarial à la lumière de ses contenus en désir et en affect. Car le capitalisme est un grand producteur de désir et un grand manipulateur d'affect. Alors comment ça se passe concrètement? Comment on se sert de ces concepts spinozistes pour penser ce grand ordre mondial du capitalisme? Alors on ne le pense pas tout d'un coup, on le découpe en petits bouts. Et puisque je parlais du rapport salarial, voilà par exemple ce qu'on peut en dire. Si tous les matins, les hommes se lèvent, s'apprêtent dans un certain empressement, se rendent au travail pour y faire des choses assez particulières, souvent les mêmes tous les jours, etc., s'ils ont été mis en mouvement, c'est qu'ils ont déterminé à l'être, donc ils ont été affectés. Et affectés par quoi? Ils ont été affectés par une situation inscrite dans un ensemble de rapports sociaux. Cette situation, c'est ce qu'on peut appeler tout simplement la situation salariale, c'est-à-dire l'obligation dans une économie monétaire à travail divisé, où chacun ne peut plus pourvoir par lui-même aux réquisites de sa reproduction matérielle. L'obligation d'avoir accès à l'argent, simplement pour survivre, et l'accès à l'argent dans la société capitaliste, c'est le salariat, c'est l'emploi salarié. Donc voilà, là il y a une situation qui affecte les gens d'une manière extrêmement intense. S'extraire du salariat, c'est mettre en péril sa propre reproduction matérielle. Et c'est ça le fond du rapport salarial. Mais ce fonds a été accommodé dans des dispositifs institutionnels qui ont varié dans l'histoire, de telle sorte qu'on pourrait dire que les structures des régimes d'accumulation capitaliste se doublent de celles de ce qu'on pourrait appeler des régimes de désir et d'affect, en particulier pour les salariés. Je veux dire, les premiers désirs et les premiers affects du salariat, ceux que Marx a décrits à la fin du XIXe siècle, à l'évidence, c'est des affects tristes, c'est un désir de survivre environné d'affects tristes. Mais le capitalisme ne s'en est pas tenu à ces formes élémentaires. Donc ces formes institutionnelles se sont complexifiées, se sont enrichies, et par exemple, typiquement, le Fordisme ajoute aux affects tristes initiaux du salariat les affects joyeux de l'accès à la consommation de masse. Bon, c'est quelque chose qui change la situation passionnelle du salariat, en ajoutant au salarié une identité supplémentaire, qui est celle de consommateur, etc. Bon. Cependant, les affects joyeux de l'accès à la consommation de masse, ça reste des affects joyeux extrinsèques. On ne va pas au travail pour le travail, on va au travail pour l'argent qui va permettre de consommer. Et le capitalisme, si vous me permettez cette hypostase, a perçu qu'il y avait là quelque chose qui restreignait la mobilisation possible des salariés. Et le propre du néolibéralisme, me semble-t-il, c'est d'enrichir le rapport salarial et son régime passionnel propre, de l'enrichir en affects joyeux, mais en affects joyeux intrinsèques. Et le grand discours du capitalisme néolibéral, c'est « le travail, c'est la vie ». Au travail, vous allez vous réaliser, vous allez vous éclater et vous allez réussir votre vie. Alors il est bien évident que c'est un discours qui ne s'adresse qu'à certains et qui est très largement mensonger par de nombreux aspects, mais en tout cas c'est bien le discours qu'il nous tient. Et c'est un discours des passions. Et on voit bien que c'est cette manière d'affecter, ce que vous dites me fait penser à l'enquête formidable de Marlène Banquet, dont elle est venue parler récemment, qui s'appelle Encaisser Oui, sur oui, oui. les supermarchés, Oui. où elle travaille sur la demande de travail. Oui. Comment les employeurs demandent le travail et obtiennent Oui. en retour le travail de leurs employés. Oui, oui, absolument. Je pense aussi aux travaux de toute une série de sociologues du travail, en particulier Marianne Dujarrier, qui a beaucoup analysé la transformation de ces régimes de mobilisation du salariat. Et c'est vraiment l'actualité du capitalisme le plus contemporain, telle que, me semble-t-il, elle demande précisément à être saisie dans ces termes-là. Alors,
économie, affect, à première vue comme ça, certains pourraient croire que vous êtes du côté de ces modèles économiques qui désormais convoquent les progrès des neurosciences pour expliquer le comportement des acteurs économiques, essayer d'en savoir davantage en ouvrant la boîte noire sur les petits calculs qu'ils réalisent avant d'agir dans telle ou telle direction. C'est pas du tout la direction dans laquelle vous allez pour penser les affects dans l'économie, Frédéric Lordon. En effet. Mais là, il faut bien voir que cet ouvrage se situe dans une conjoncture intellectuelle qui s'est nouée depuis 10 ou 15 ans, qui est assez particulière, et dans laquelle le terme des émotions, qui, comme je le disais tout à l'heure, avait été banni du lexique des sciences sociales, fait un retour en force, mais sous une forme, me semble-t-il, intellectuellement pas très bien contrôlée. Toutes les disciplines des sciences sociales y ont droit, hein. On le voit en sociologie, on parle de la sociologie des émotions, est un champ... En histoire, peut-être en premier d'ailleurs. Exactement, en L'histoire a commencé... En histoire, en anthropologie, en sciences politiques et évidemment en économie. Alors, mais toujours, hein, comme d'habitude, à sa manière bien à elle. Et la manière de l'économie, c'est ce qu'on appelle la behavioral economics, c'est-à-dire la science économique comportementale qui s'est prolongée en une espèce de neuroscience économique et qui considère que, en effet, les agents, contrairement à ce qu'avait beaucoup dit la théorie économique dominante, ne sont pas parfaitement rationnels. Leurs décisions sont parfois perturbées par leurs émotions ou toute une série de considérations parasites, mais que cependant, ils s'écartent du canon de la rationalité, pas n'importe comment, mais en respectant un certain nombre de schèmes, de distorsions types, dont on entreprend le recensement systématique. Et alors, comme cette neuroscience a le vent en poupe, elle a beaucoup de crédit, elle peut se livrer à plein d'expérimentations. Alors on met les gens dans des scanners avec des électrodes dans la boîte crânienne pour voir quels sont les neurones qui scintillent quand on les fait jouer au dilemme du prisonnier répété. C'est tout à fait amusant, consommateur de crédit, ça donne le sentiment de continuer à faire de la vraie science, hein, surtout. On passe d'une science axiomatique à une science expérimentale, mais peu importe, à la limite c'est presque encore mieux. Mais en effet, c'est pas du tout la voie que je souhaite prendre, car je pense que ce tournant neuro, en quelque sorte, dans les sciences sociales, est un véritable fléau et qu'il faut bien lui opposer quelque chose parce qu'il est extrêmement puissant. Alors, c'est difficile hein, de rentrer dans le procès épistémologique de ces neurosciences, mais d'abord, elle procède d'un monisme qui nie en quelque sorte la totalité du problème, puisque l'esprit est entièrement réduit à la matière cérébrale et n'est donc plus pensé comme tel. À quoi s'ajoute le fait, pour les économistes en particulier, que s'ils se mettent à parler, mais alors intensément d'émotions, ils n'en ont toujours pas donné la première définition. Et ça tout de même, c'est un problème. Donc vous voyez, on passe les pauvres cobayes au scanner ou à la tomographie à émission de positrons, mais on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle finalement. Or, la philosophie classique, qui précisément a réfléchi très longtemps sur ce problème des passions, apporte, en particulier chez Spinoza, des concepts, des définitions tout à fait rigoureuses, parfois tout à fait contre-intuitives également, de ce qu'il faut entendre par affect et de la manière dont on peut faire jouer ces termes dans un système théorique global. Alors, je disais, ce livre a une dimension un peu manifeste. Vous plaidez pour ce structuralisme des passions. Comment on pourrait le décrire? Pourquoi le choix de conserver ce mot de structuralisme, qui lui aussi a pu être battu en brèche ces derniers temps, et au fond, choisir d'accoler il y a quelque chose qui peut paraître comme un oxymore pratiquement dans les sciences sociales aujourd'hui, structuralisme des passions. Et c'était précisément le but de la manœuvre, c'était de prendre de front l'antinomie. Alors, disons les choses tout de suite. Par structuralisme, il ne faut pas entendre ici la variante extrêmement rigoureuse de Saussure, de Jacobson, etc. C'est-à-dire la structure conçue comme système d'éléments définis par leur position relative et leurs différences. Non, je me livre à un usage un peu plus rustique du terme pour indiquer simplement que je ne veux en aucun cas lâcher la position théorique qui est celle des sciences sociales finalement depuis leur commencement, qui consiste à dire tout ne part pas de l'individu. L'individu est plongé dans un monde de choses qu'il dépasse. Ce sont ces choses qu'on va appeler génériquement des structures, et c'est à partir d'elles qu'il faut penser les comportements plutôt que l'inverse. Et cependant, les passions, le structuralisme des passions, car contrairement à ce que pensait Althusser,
les structures sont habitées par des pôles de puissance individués, et ces pôles s'agitent ou s'activent à l'intérieur de la structure, et dans certaines conditions très particulières, ils peuvent modifier la structure. Et donc, si vous voulez, le structuralisme des passions, c'était un moyen de dépasser deux antinomies d'un coup. La première que je vous ai indiquée, et la deuxième, en quelque sorte, celle qui vouait le structuralisme à l'éternité de la reproduction, et qui le condamnait comme incapable de penser l'histoire avec ses surgissements, ses intrusions, ses révolutions, ses transformations historiques, etc. Le structuralisme des passions est en quelque sorte un structuralisme animé. Il est animé de l'intérieur, et rien n'interdit dans ce structuralisme-là que des changements, parfois radicaux, puissent se produire. Il y a un horizon, une dimension, mais plutôt un horizon assez lointain, si je vous ai bien lu, politique à ce programme scientifique. Vous êtes assez modeste de ce point de vue-là, Frédéric Lordon. Je me demande si, au contraire, je ne suis pas complètement comme une outre. C'est-à-dire que voilà ce que j'avais en tête avec ce livre également. C'était de renouveler une opération simultanément intellectuelle et politique qu'avaient accompli Durkheim et les Durkheimiens à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. En quoi consistait cette opération ? Elle consistait à prendre de front, déjà, le discours intellectuel et politique du libéralisme, qui insiste sur le fait qu'il n'y a que des individus souverains, libres, autonomes, auteurs de leurs actes, etc. Et Durkheim insistait sur le poids des solidarités, le poids du collectif, le poids du social, et c'est en proposant en quelque sorte une ontologie sociale alternative à celle du libéralisme qu'il permettait de fonder des constructions institutionnelles alors extrêmement concrètes comme la sécurité sociale, l'État-providence, la protection mutuelle, etc., etc. Et c'est ce type d'opération que j'aimerais bien renouveler là encore, en m'attaquant de front à la métaphysique libérale qui informe et qui infuse très profondément dans les discours même les plus ordinaires, pour suggérer que non, le monde social n'est pas fait que d'individus qui sont entièrement responsables, par exemple, alors le chômeur est responsable de son état de chômeur, mais que les modes finis, comme dit Spinoza, ne peuvent vivre que connectés les uns aux autres, en relation avec les uns et les autres. Merci beaucoup Frédéric Lordon. Je rappelle le titre de votre livre, La société des affects. Il paraît aux éditions du Seuil.